Au sommaire de cette édition, en Sierra Leone, depuis jeudi, des inhumations collectives ont eu lieu. En attendant un mieux-être, les sinistrés sont relogés dans des hébergements d'urgence. Le sort de Grace Mugabe, mis en cause par d'embarrassantes accusations d'agression contre un mannequin en Afrique du Sud, entre les mains de la justice, c'est ce qu'a déclaré jeudi la ministre sud-africaine de la Communication. Au Congo, le Premier ministre Clément Mwamba a présenté la démission de son gouvernement. Celle-ci intervient moins de 15 jours après la large victoire aux élections législatives du parti au pouvoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition que nous démarrons par le Congo-Brazzaville où le Premier ministre Clément Mwamba a présenté la démission de son gouvernement, a indiqué jeudi la présidence de la République à Brazzaville. La démission du gouvernement a été présentée au président de la République qui l'a acceptée, indique un communiqué publié par la présidence. Elle intervient moins de 15 jours après la large victoire aux élections législatives du parti du président Denis Sassou Nguesso. La ministre sud-africaine de la Communication, Ayanda Dlodlo, a déclaré jeudi que le sort de Grace Mugabe, mis en cause par d'embarrassantes accusations d'agression contre une mannequin, était entre les mains de la justice sud-africaine. L'immunité diplomatique que l'épouse du président zimbabwéen avait invoquée restait entre la police et le ministère des Affaires étrangères sud-africain, a ajouté la ministre. Les autorités zimbabwéennes ont requis l'immunité pour la première dame du pays, Grace Mugabe, mise en cause par d'embarrassantes accusations d'agression contre une mannequin en Afrique du Sud qui menace de virer au casse-tête diplomatique. Après de longues heures d'incertitude, le ministère sud-africain de la police a annoncé mercredi que Grace Mugabe avait invoqué l'immunité et qu'elle se trouvait toujours sur son territoire, démentant qu'elle avait regagné Harare. Grace Mugabe est accusée d'avoir, dimanche dernier, frappé et blessé au visage Gabriela Angels, une mannequin de 20 ans, qui se trouvait dans le même hôtel qu'elle, avec des amis, dans un quartier huppé de Johannesburg. La jeune femme a déposé plainte pour coups et blessures, assurant avoir été entaillée au front. Selon les détails livrés mercredi par le ministère de la Police, Grace Mugabe avait initialement convenu avec les autorités sud-africaines de se présenter d'elle-même mardi dans un commissariat de Johannesburg. Des négociations étaient toujours en cours mercredi entre les deux pays, selon le ministère sud-africain de la Police, pour trouver une issue à cette embarrassante affaire. Le gouvernement zimbabwéen n'a pas immédiatement réagi mardi au dépôt de plainte contre Grace Mugabe. Cette affaire entache un peu plus l'image déjà très controversée de la première dame. Aux dernières nouvelles, la victime serait approchée par un proche de la famille Mugabe pour classer ce dossier. Au Burkina Faso, l'avenue Kwame Nkrumah, principale artère de la capitale du pays, retrouve son animation mercredi. Et ce, 4 jours après l'attaque du café-restaurant Aziz Istanbul. Mais c'est avec la peur au ventre que les commerçants rouvraient leurs boutiques. Quelques jours après l'attaque du café-restaurant Aziz Istanbul, l'avenue Kwame Nkrumah, principale artère de la capitale du Burkina Faso, retrouvait son animation ce mercredi. Mais c'est avec la peur au ventre que les commerçants rouvraient leurs boutiques. Vraiment, on est vraiment beaucoup découragés après les attentats. Nous ne savons pas ce que ça va donner. On est ouvert. Vous voyez, il n'y a pas de clients. Ça fait que les gens ont fui. Depuis qu'on est ouvert, personne. Nous avons une forte baisse de chiffre d'affaires. Oui. C'est très dur. Très dur. Les gens ne venaient pas. Tout le monde a eu peur et les gens ne venaient pas. Cette fois-ci, nous ne savons pas ce que ça va donner. C'est vraiment triste. Il y a le moral qui est cassé. Et jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui va se passer encore. On a toujours peur. On vient ouvrir parce qu'on doit ouvrir seulement, sinon on a toujours peur. Pour rappel, l'attaque terroriste perpétrée ce dimanche soir au Burkina Faso a fait au moins 18 morts, dont 7 Burkinabés et 8 étrangers.
selon le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry. Les dépouilles des victimes seront remises aux familles à partir de ce jeudi. Les Sierra-Léonais ont participé à des inhumations collectives ce jeudi, ceci dans le chagrin et la colère après la disparition de leurs proches emportés par les coulées de boue et les inondations à Freetown. En attendant, les sinistrés sont relogés dans les hébergements d'urgence. Des ONG et des agences de l'ONU distribuent des colis de nourriture et des produits d'hygiène aux milliers de survivants hébergés dans des centres d'accueil, chez des voisins ou au sein de leur famille. Les victimes doivent être enterrées à Waterloo, une localité proche de la capitale, à côté des tombes de personnes décédées pendant l'épidémie du virus Ebola qui a fait 4000 morts en Sierra Leone en 2014 et 2015. Les premières inhumations collectives ont débuté déjà jeudi en présence du président Koroma. Les autorités avaient donné jusqu'à mercredi soir aux familles pour venir identifier leurs proches à la morgue centrale de la ville où les corps, dont ceux de 150 enfants, s'entassaient dans une odeur insupportable. Devant la morgue, des habitants, à l'image de Babenti Sezi, étaient encore sous le choc. J'ai perdu 13 membres de ma famille, mais je n'ai pu identifier que 2, s'est-elle désolée. La Croix-Rouge a précisé que les enterrements qui ont eu lieu mardi concernaient en fait la mise en terre de parties du corps de victimes qui avaient été empilées dans des sacs mortuaires. Dans les quartiers dévastés, l'aide internationale a commencé à s'organiser. Après la catastrophe, le gouvernement a promis d'examiner la possibilité de construire de nouveaux quartiers sur la péninsule où est situé Freetown. Mais jusqu'ici, ces mesures ont échoué, les habitants préférant rester près du centre-ville pour se rendre plus facilement au travail. Au Nigeria, cette fois, le commandement de la police de l'État d'Ondo, dans le sud du pays, a mis la main sur 4 suspects ayant rapport avec le meurtre récent commis par des éleveurs. Dans cet État, les suspects sont considérés comme de présumés auteurs du meurtre. Plus de précisions avec Abdoulaye Issa, notre correspondant sur place. Le commandement de la police de l'État d'Ondo, dans le sud, a mis la main sur 4 suspects ayant rapport avec les meurtres récents commis par des éleveurs dans cet État. Les suspects sont considérés comme des éleveurs Fulani. Ils ont pour nom Ibrahim Youssouf, 19 ans, Soja, 20 ans, Halti, 20 ans et Moussa, 25 ans. Le porte-parole de la police de l'État d'Ondo, Femi Joseph, un surintendant adjoint de la police d'ISP, a déclaré qu'un autre suspect identifié est en fuite. Le porte-parole de la police de l'État d'Ondo a déclaré que le commandement s'est lancé à sa poursuite. Leur arrestation fait suite aux allégations au prétendu meurtre d'Omowole Orimissan par des éleveurs Fulani dans sa ferme à Oré, dans la zone locale d'Odigbo. Le porte-parole de la police a déclaré que la femme du défunt, Dame Abiodun Orimissan, a signalé le meurtre de son mari le week-end dernier. On a appris que les suspects auraient attaqué Orimissan dans sa ferme après une altercation pour avoir détruit sa ferme. Il aurait été tué au cours des discussions avec les bergers. Les résidents auraient protesté suite au meurtre d'un de leurs. Le porte-parole de la police a déclaré que le commandement a immédiatement commencé à enquêter sur le meurtre, ce qui a permis d'arrêter les 4 suspects rapidement. Il a assuré aux résidents que les suspects seront poursuivis, ajoutant que la police arrêterait d'autres suspects. Le chef d'Ikale dans la ville de Oré, le chef Olewe Obiliana, a déclaré que les excès des bergers dans la communauté sont récurrents et que des mesures devront être prises. Il a exhorté le gouvernement et les agents de sécurité à faire face à la tâche. Les États-Unis veulent une enquête complète sous la responsabilité du secrétaire général de l'ONU sur le meurtre en mars de 2 experts en République démocratique du Congo, a affirmé jeudi l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies. Les meurtres des experts de l'ONU, en l'occurrence Michael et Zaïda, qui ont risqué leur vie pour aider celle d'autres, ne peut s'achever dans une procédure bureaucratique, a affirmé Nikki Haley dans un communiqué. Le communiqué de l'ambassadrice américaine a été publié au moment où débutait à New York une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la République démocratique du Congo. À ce jour, l'ONU dispose de 2 rapports, l'un de juin, l'autre d'août, sur les meurtres de l'Américain Michael Sharp et de la Suédo-Chilienne Zaïda Catalan.
On reste toujours aux États-Unis où se défendre et s'armer soi-même sans compter sur les autorités publiques reste un leitmotiv. D'ailleurs, c'est tel mot d'ordre des milices antigouvernementales aux États-Unis, classées extrémistes par le FBI et certaines associations. Ces groupes connaissent un regain de popularité depuis les années 90. Reportage. Armés jusqu'aux dents, Jason et Joseph s'exercent lors d'une fausse intervention. Mais les balles sont bien réelles. Chaque mois, ils sont une vingtaine dans cette milice à s'entraîner en Géorgie, dans le sud des États-Unis. Leur précepte, l'autodéfense et la promotion du droit de porter une arme, avec une méfiance toute particulière pour le gouvernement fédéral. Je suis prêt pour la guerre civile, les conflits civils, une attaque nucléaire de la Corée du Nord, de la Russie, une invasion étrangère, ou même de notre propre gouvernement s'il tournait ses armes contre le peuple pour le désarmer. Au programme du week-end, entraînement physique, simulation de combat, comme dans une vraie armée. Mais il ne s'agit pas de jouer. Les miliciens interviennent régulièrement dans des manifestations avec leurs armes, selon eux, pour assurer la sécurité, en plus de la police. Les milices attirent principalement des Américains blancs de la classe moyenne, peu aisée et conservatrice, réticents à la mondialisation. J'apprends des compétences pour lesquelles la plupart des gens paieraient. Et je suis ici en train de m'amuser avec des amis. Je suis avec des gens qui me ressemblent. Personne ne se moque de moi si je veux prier avant le repas. C'est notre culture, la culture américaine. Les miliciens se voient comme des héritiers du temps des colons, mais sont considérés comme des groupes extrémistes par le FBI. Aux États-Unis, les propos haineux ne sont pas interdits par la loi. Et ici, on n'hésite pas à être ouvertement islamophobe. Le chef de cette milice l'affirme, ces recrues sont soigneusement sélectionnées pour éviter tout élément radical. Mais certains groupes ont servi de terreau pour des actes criminels et terroristes par le passé. Cela fait clairement partie de la culture américaine, le fait d'avoir des armes. Mais ils sont une menace, clairement. Si vous avez des groupes civils qui s'arment de manière militaire ou presque, qui créent des structures militaires, qui rassemblent et stockent des armes, des munitions, c'est une menace. En 2016, on dénombrait 165 milices antigouvernementales aux États-Unis, un nombre qui a tendance à augmenter sous les gouvernements démocrates et à baisser quand les républicains sont au pouvoir. On reste en Amérique, mais celle latine cette fois. Le président vénézuélien était mardi en déplacement inopiné à Cuba. Nicolás Maduro est allé se recueillir sur la tombe de Fidel Castro alors que son pays est en proie à la contestation. Le président vénézuélien Nicolás Maduro se recueille ainsi sur la tombe de Fidel Castro au cimetière de Santa Ifigenia à Santiago de Cuba, berceau de la révolution castriste située à 960 km à l'est de la Havane. C'est à l'occasion de l'anniversaire posthume du leader Máximo qui aurait eu 91 ans le 13 août dernier. Nicolás Maduro était accompagné pour la circonstance de son épouse, du président cubain Raúl Castro et du ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodríguez. Malgré le vent de contestation mené par l'opposition qui souffle depuis plus de 4 mois dans son pays et la menace de sanctions américaines, le président vénézuélien a effectué cette visite surprise pour rendre hommage à celui qui a toujours été du côté de la révolution bolivarienne lancée par Hugo Chavez et poursuivie par le gouvernement Maduro. 13 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan de l'attentat survenu hier à Barcelone. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous.